Bienvenue à nouveau dans l'émission. Nous sommes aujourd'hui rejoints par Wang Wen, professeur et doyen à l'université Renmin en Chine, qui est également vice-doyen de la Silk Road School. Nous avons déjà discuté ensemble dans cette émission, bien sûr, et je suis très heureux de vous retrouver. Merci, professeur Dizen. Je suis tellement heureux de vous revoir. De même, ce dont je voulais discuter avec vous aujourd'hui, ce sont les relations en développement entre la Chine et l'Inde. En Asie de l'Est, ce sont bien sûr les deux géants eurasiens majeurs. On part souvent du principe que si l'on parvient à faire en sorte que les grands éléments s'accordent, alors les plus petits suivront plus facilement, si l'on parvient à aligner les grandes questions. Mais j'imagine que pour commencer, quels sont les principaux défis en matière d'harmonisation des intérêts de la Chine et de l'Inde en tant que fondement de ce contexte eurasiatique? Oui, eh bien, c'est une très bonne question et aussi un sujet très important en Chine ainsi qu'en Inde. En fait, je suis allé en Inde 3 fois et j'ai personnellement été témoin de son essor rapide. Aujourd'hui, l'Inde est devenue la 5e plus grande économie du monde. Cependant, l'Inde reste nettement moins puissante que la Chine. Le PIB de l'Inde ne représente qu'environ 20% de celui de la Chine. Sa production d'électricité n'est que de 18% de celle de la Chine, et la production industrielle de l'Inde n'atteint qu'environ 10% de celle de la Chine. L'écart d'infrastructure entre l'Inde et la Chine est encore plus important. Par exemple, la Chine dispose de 50 000 km de lignes à grande vitesse, alors que l'Inde n'en a aucune. Les deux pays comptent chacun 1,4 milliard d'habitants. Mais comme nous le savons tous, comme vous l'avez mentionné, dans les années 1980, la Chine et l'Inde étaient à peu près au même niveau. Mais la question est de savoir pourquoi, 40 ans plus tard, la Chine a creusé l'écart. Je pense que puisque j'évoquais auparavant la concurrence et les difficultés entre l'Inde et la Chine, je dois partager avec vous 3 raisons pour lesquelles la Chine a creusé l'écart avec l'Inde. Premièrement, la Chine dispose d'un gouvernement fort et d'une direction politique solide, ce qui garantit la planification stratégique et la mise en œuvre des politiques. En revanche, l'Inde compte davantage de partis politiques et une efficacité administrative relativement faible. Deuxièmement, la gouvernance intérieure de la Chine s'est améliorée. Par exemple, la Chine a renforcé l'identité nationale de ses 1,4 milliard d'habitants, accru la sécurité urbaine, amélioré les infrastructures, égalisé les services sociaux, promu un environnement à faible émission de carbone, lutté contre la corruption et mis en œuvre une politique industrielle efficace. La Chine a également atteint la protection universelle de la santé, l'éducation universelle et éradiqué la pauvreté. En revanche, l'Inde est bien pire à cet égard. Troisièmement, le niveau d'ouverture de la Chine sur le monde extérieur s'améliore. La Chine est un pôle d'attraction majeur pour les investissements étrangers, et son environnement des affaires ne cesse de s'améliorer. Même avec les investissements américains, la Chine reste accueillante. Mais à l'inverse, l'environnement des affaires en Inde demeure relativement médiocre. Ainsi, lorsque nous évoquons les difficultés entre la Chine et l'Inde, ou l'avenir de l'ascension de l'Inde, nous devons comparer l'écart actuel entre l'Inde et la Chine. Mais même ainsi, ces écarts ne signifient pas une négation des droits de l'Inde. Au contraire, je pense que de plus en plus de chercheurs indiens et chinois s'intéressent aux droits de la Chine, à l'écart entre l'Inde et la Chine, ainsi qu'à la concurrence entre les deux pays. Donc, je pense que, même si je reconnais que l'Inde a un potentiel énorme, par exemple, l'Inde a une population plus jeune et un marché de consommateurs avec un potentiel considérable, je crois que,
Si l'Inde parvient à poursuivre ses réformes intérieures, à adopter des politiques d'ouverture, à améliorer son environnement des affaires et à éliminer la pauvreté absolue parmi ses 200 millions d'habitants, ainsi que son taux d'analphabétisme d'environ 30%, l'avenir de l'Inde est prometteur. Donc ma prédiction est que d'ici 2050, les 4 pays les plus puissants du monde seront la Chine, les États-Unis, la Russie et l'Inde. Et l'Europe. Si l'Europe parvient à mieux promouvoir l'intégration et à résoudre les questions migratoires, alors je pense qu'elle fera certainement partie du top 5. Voilà, c'est mon avis. Oui, c'est un bon point, parce que la parité, je pense que chaque fois qu'on parle avec des gens en Inde, il semble que c'est ce qui sous-tend beaucoup d'inquiétudes. L'ancienne parité, qui existait plus ou moins à la fin des années 1970 et au début des années 1980, a complètement disparu avec la montée de la Chine. Mais je voulais aussi aborder le modèle chinois, car si l'on discute de la mesure dans laquelle l'Inde peut s'inspirer de la Chine, il faut aussi noter que la Chine elle-même change énormément. C'est-à-dire que l'économie chinoise aujourd'hui est très différente de ce que nous voyions il y a seulement 10 ans. Mais j'imagine que, sous bien des aspects, les Chinois ont commencé, comme les autres tigres asiatiques, par les toutes premières étapes de la fabrication simple, puis ils ont gravi les chaînes de valeur et commencent maintenant à prendre le leadership dans des technologies clés. Mais comment voyez-vous les développements les plus récents dans cette évolution de l'économie chinoise, la direction qu'elle prend? Oui, je pense que c'est une question très importante. Et c'est aussi un enjeu crucial, car si l'on étudie les changements survenus en Chine au cours de la dernière décennie, on peut constater que la Chine a connu une transformation énorme. Cette transformation majeure est donc au centre de mes recherches et constitue également un catalyseur clé de la migration de l'Occident vers la Chine. En fait, le mois prochain, j'inviterai des responsables politiques, des universitaires et des professionnels des médias des États-Unis et de plusieurs pays européens en Chine pour des recherches approfondies et un dialogue stratégique de grande importance. Peut-être que l'année prochaine, j'aimerais vous inviter, professeur Stinson, en Chine pour des recherches approfondies. Je pense que nous voulons permettre au monde de découvrir la transformation qu'a connue la Chine, en particulier au cours de la dernière décennie. Permettez-moi de mettre en avant 6 luttes très importantes de ces 10 dernières années qui ont été négligées par l'Occident. La première est la lutte contre la pollution. Comme vous le savez peut-être, au cours de la dernière décennie, la Chine a éliminé la pauvreté absolue pour 100 millions de personnes, atteignant ainsi l'objectif de zéro pauvreté des ODD 2030 des Nations Unies avec 10 ans d'avance. De plus, grâce à l'économie numérique et à la technologie de l'IA au cours de la dernière décennie, la Chine favorise l'égalité d'accès aux services sociaux et construit une société pratique et efficace pour une prospérité partagée. Par exemple, cela inclut les paiements virtuels et les paiements avec peu d'espèces en Chine. Vous savez, même pour moi, j'ai passé de nombreux mois, voire des années, à payer sans argent liquide en Chine. De plus, les transports sont très pratiques, n'est-ce pas? Et les villes ont des taux de criminalité plus bas. Vous savez, en Chine, les villes sont vraiment très sûres. Quiconque a visité la Chine reconnaîtra que la vie dans une ville chinoise est aujourd'hui plus pratique que dans la plupart des villes occidentales. Ensuite, il y a la lutte contre la corruption. Au cours de la dernière décennie, au moins 5 millions de fonctionnaires chinois ont été sanctionnés pour corruption. Oui, 5 millions. Ces fonctionnaires ont fait l'objet de jugements, de rétrogradation, d'emprisonnement et même de la peine de mort. Oui, la peine de mort. Donc actuellement, la Chine est sans aucun doute le pays où la surveillance des fonctionnaires est la plus stricte au monde.
Parce que nous savons tous que la corruption est un fléau humain prodigue. La Chine fait encore face à d'énormes défis en matière de lutte contre la corruption. Mais honnêtement, comparé à la corruption institutionnalisée que l'on trouve dans les gouvernements occidentaux, la Chine a désormais fait des efforts bien plus importants contre la corruption. Troisièmement, il y a la lutte contre la pollution. Il y a 10 ans, les villes chinoises souffraient encore d'un smog intense, de la pollution des sols et de l'eau. Aujourd'hui, l'écologie s'est transformée de manière spectaculaire. La civilisation écologique et le développement bas carbone sont désormais devenus la politique nationale de la Chine. La Chine est devenue la principale grande économie à mettre en œuvre l'accord de Paris sur le climat. Quatrièmement, il y a la lutte contre le blocus. Depuis une décennie, les États-Unis imposent des blocus technologiques et des sanctions commerciales à la Chine. En réponse, la Chine a renforcé l'innovation scientifique et technologique et a rattrapé la quatrième révolution industrielle. Actuellement, la Chine et les États-Unis sont devenus les pays les plus puissants au monde dans le domaine de l'IA, dépassant des pays développés établis comme l'Europe et le Japon. Cinquièmement, il y a la lutte contre la crise. Au cours de la dernière décennie, la Chine a traité la bulle immobilière, résolu la dette locale, assaini le marché des capitaux et promu un développement de haute qualité. Ainsi, l'économie chinoise est aujourd'hui plus saine qu'auparavant. En revanche, de plus en plus de personnes évoquent désormais la possibilité d'une crise financière aux États-Unis. Sixième et dernier point, il y a la lutte contre l'hégémonie. Au cours de la dernière décennie, la Chine s'est constamment opposée à l'hégémonie américaine, a proposé l'initiative La Ceinture et la Route, a participé activement à la gouvernance mondiale, a réformé le système international et s'est engagé à construire une communauté de destin pour l'humanité, caractérisée par une paix durable, une sécurité universelle, une prospérité commune, l'ouverture, l'inclusivité, ainsi qu'un monde propre et beau. Ce sont nos objectifs. Permettez-moi donc de vous présenter les 6. Lutte contre la pauvreté, contre la pollution, contre la corruption, contre le blocus, contre la crise et contre l'hégémonie. Donc, ces 6 luttes anti-stratégie, à mon avis, démontrent très clairement qu'au cours de la dernière décennie, la Chine n'est ni l'Union soviétique des années 1940, ni le Japon des années 80. L'ascension de la Chine n'est plus une menace pour l'hégémonie américaine, et elle n'aspire pas non plus à renverser l'ordre international existant ou à déclencher une nouvelle guerre froide. Au contraire, elle souhaite être un réformateur, un bâtisseur et un contributeur au système international. Bien sûr, certaines personnes, ces dernières années, ont prédit que la Chine allait décliner ou s'effondrer. Non, 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 je ne le pense pas. La Chine ne s'effondrera pas et ne déclinera pas, mais deviendra au contraire plus forte, plus civilisée et plus durable. Même aujourd'hui, nous faisons encore face à de nombreuses difficultés, mais j'ai une confiance totale dans l'avenir de la Chine. Eh bien, je voulais revenir un peu sur la question des relations entre la Chine et l'Inde, car je fais toujours remarquer que lorsqu'une puissance hégémonique comme les États-Unis cherche à contrer la Chine, il y a toujours la possibilité de faire appel aux préoccupations de l'Inde concernant l'écart croissant de puissance entre la Chine et l'Inde. Mais il semble que les États-Unis, tout en reconnaissant que le monde devient de plus en plus multipolaire, n'aient pas renoncé à leurs ambitions de restaurer un système unipolaire. L'un de leurs moyens d'y parvenir est d'encourager les pays du monde entier à réduire leurs liens économiques avec la Chine et à se rattacher plus exclusivement aux États-Unis.
Je dirais que cela a été très réussi avec les Européens. En effet, l'Europe a rompu ses liens économiques avec la Chine. Nous voyons maintenant, récemment, qu'ils ont réimposé les sanctions contre l'Iran sur une base que je qualifierais de frauduleuse, étant donné qu'ils parlaient de collaborer avec l'AIEA. Et il y a désormais une pression pour que les Européens coupent leurs liens avec la Chine. En effet, les Européens discutent actuellement du nombre de sanctions à imposer à la Chine pour satisfaire M. Trump. Eh bien, le résultat est très prévisible. Comme vous le voyez en Europe, il y aura encore plus de dépendance envers les États-Unis. Et c'est quelque chose que les Américains peuvent exploiter. Il semble que l'Inde n'ait pas suivi cette voie. Au lieu de cela, elle a rejeté la pression américaine et la demande de rompre ses liens à la fois avec les Russes et les Chinois. Aujourd'hui, elle diversifie plutôt ses dépendances économiques. Je suppose que cela est devenu très clair pour le monde entier lorsque Modi, après 7 ans, a pris l'avion pour la Chine afin d'assister à la réunion de l'OCS. Encore une fois, la Chine et l'Inde ont encore de nombreux problèmes à résoudre dans leurs relations. Mais quels sont les principaux obstacles à l'amélioration des liens sino-indiens? On ne peut pas résoudre tous les problèmes. Mais selon vous, qu'est-il réaliste d'espérer accomplir au cours des prochaines années? Oui. Avant de répondre à propos de la relation entre l'Inde et la Chine, je dois d'abord vous donner une réponse concernant la relation entre les États-Unis et la Chine. Je dois vous révéler un secret très important, ou plutôt le résultat de mes recherches, car en réalité, au premier semestre 2024, c'est-à-dire cette année, le commerce extérieur de la Chine a augmenté de 2,9%, dépassant le taux moyen de croissance du commerce international, qui est de 1,7%. Donc, à partir de ce constat, la stratégie américaine, vous avez évoqué la stratégie des États-Unis qui consiste à forcer les pays du monde entier à réduire leurs liens économiques avec la Chine. Je pense que cette stratégie a échoué, n'est-ce pas? Parce que le commerce extérieur de la Chine a tout de même progressé beaucoup plus vite que la moyenne du commerce international, n'est-ce pas? Mais à l'inverse, je dois vous dire que la Chine poursuit désormais une stratégie de désaméricanisation. C'est très important, mais beaucoup de médias occidentaux négligent ce point. Cela inclut 5 points clés. Premièrement, la désaméricanisation du commerce. Avant 2018, les exportations de la Chine vers les États-Unis représentaient environ 20% du total des exportations chinoises. Au cours des 8 premiers mois de 2023, ce chiffre est tombé à 9%. Parallèlement, les exportations chinoises ont continué de croître chaque année, maintenant ainsi la position de la Chine en tant que premier exportateur mondial. Deuxièmement, la désaméricanisation du développement militaire et technologique. Je ne sais pas si vous avez regardé le défilé militaire de la place Tiananmen début septembre. Toutes les armes militaires chinoises présentées lors du défilé sont produites à 100% sur le territoire national, et beaucoup sont plus avancées que celles des États-Unis. Troisièmement, la désaméricanisation de l'idéologie. Actuellement, la Chine poursuit un système intellectuel indépendant. Nous, universitaires et professeurs en Chine, avons une compréhension claire des concepts dits américains, tels que la démocratie, la liberté, l'état de droit et les droits de l'homme, tous dotés de soi-disant caractéristiques américaines. Et dans le monde académique chinois aujourd'hui, de plus en plus de professeurs chinois sont de plus en plus convaincus de l'hypocrisie des soi-disant valeurs universelles américaines. Quatrièmement, la désaméricanisation des hautes technologies. Actuellement, la Chine suit sa propre voie pour promouvoir l'innovation dans l'IA. Par exemple, des entreprises comme DJI, Robotic et Huawei poursuivent toute une innovation indépendante. Cinquièmement, la désaméricanisation de l'éducation.
Il y a 10 ans, je ne sais pas si vous le savez, environ 300 000 jeunes étudiants chinois se rendaient chaque année aux États-Unis. Aujourd'hui, ce nombre est inférieur à 100 000. Au cours de la dernière décennie, les liens de la Chine avec les pays du Sud global se sont renforcés. Comme vous le savez peut-être, les relations entre la Chine et l'Afrique, la Chine et l'Amérique latine, la Chine et l'Asie du Sud-Est, la Chine et l'Asie de l'Est, ainsi que la Chine et le Moyen-Orient, ont toutes atteint des niveaux historiquement élevés. Parallèlement, les États-Unis se sont retirés de nombreuses organisations internationales, dont l'OMS, l'Accord de Paris et l'UNESCO. De ce point de vue, ce n'est pas la Chine qui est isolée par les États-Unis, mais bien les États-Unis qui sont isolés par le reste du monde. C'est un phénomène très important. En ce qui concerne la relation entre la Chine et l'Inde que vous avez mentionnée, je pense que, depuis que le Premier ministre indien Modi a assisté au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai à Tianjin, en Chine début septembre de cette année, la relation sino-indienne s'est améliorée. La Chine et l'Inde sont toutes deux de grandes civilisations et possèdent la sagesse nécessaire pour gérer les difficultés et les défis auxquels nous sommes confrontés. Le potentiel de la relation bilatérale entre la Chine et l'Inde est immense et ne sera pas éclipsé par le différend frontalier actuel. Bien que je pense que les États-Unis ne peuvent pas être provoqués ou divisés, l'amélioration des relations entre l'Inde et la Chine est évidente, car de plus en plus de chercheurs chinois et indiens s'assoient désormais ensemble pour discuter des différends entre nos deux pays. Par conséquent, nous avons de plus en plus confiance dans l'amélioration de notre relation. Imaginons une coopération entre ces deux pays. Avec une population combinée de près de 3 milliards d'habitants, cela ne manquera pas de changer le monde. De nos jours, la manière de promouvoir la réforme du système international et d'améliorer progressivement le monde devient un savoir partagé au sein des communautés académiques, indiennes et chinoises. C'est là le véritable changement entre nos deux pays. Eh bien, il semble qu'un changement soit en cours. Et je suppose que cela ne concerne pas seulement l'Inde. Nous observons des tendances similaires au Japon et en Corée du Sud. Il y a une prise de conscience que le monde change fondamentalement, et ces pays commencent à reconsidérer certains de leurs engagements envers le système d'alliance des États-Unis. Car cela les place toujours dans une plus grande tension avec la Chine et compromet la possibilité de trouver d'autres solutions où ils pourraient obtenir des résultats gagnant-gagnant. Juste une dernière question. Selon vous, quels sont les rôles des BRICS et de l'Organisation de coopération de Shanghai en matière de réorganisation non seulement du système économique, mais aussi, à une échelle plus large, du cadre global? Comment réorganise-t-il entre civilisations? Parce que si l'on ne considère que l'aspect économique, il est intéressant de constater que la plupart des États aimeraient avoir la possibilité de se diversifier, c'est-à-dire ne pas dépendre d'un seul centre de pouvoir pour la technologie, la finance ou les corridors de transport. Donc je pense que la perception erronée de la Chine, du moins souvent en Occident, est que les gens croient que l'alternative à un monde dominé par les États-Unis serait un monde dominé par la Chine. Mais encore une fois, ce n'est pas vraiment ce que les Chinois proposent, ni ce que ces institutions facilitent. Il semble plutôt qu'il s'agisse d'opposer au système unipolaire ou hégémonique un système de multipolarité. Encore une fois, comment ça se traduit-il sur le plan économique, ainsi que, je suppose, dans la relation entre civilisations? Oui, merci, professeur Dizen. Je pense que vous êtes très perspicace. Vous remarquez même des changements très subtils ou même majeurs dans les dynamiques mondiales. Parce qu'aujourd'hui, pour être honnête, dans le monde académique occidental,
Très peu de chercheurs remarquent les changements significatifs apportés par les BRICS ou l'Organisation de coopération de Shanghai. En fait, en mai de cette année, j'ai prononcé un discours lors de BRICS+, Ecotomé s'organisait au Brésil, où j'ai exposé le rôle du mécanisme des BRICS dans l'avancement de la civilisation. J'ai évoqué 3 points clés dans le discours qui ont suscité une attention considérable. Premièrement, le mécanisme des BRICS remet en cause l'hégémonie unipolaire et favorise un ajustement fondamental de la structure du pouvoir mondial. Deuxièmement, il innove dans le dialogue entre les civilisations, s'efforçant de dépasser le modèle centre-périphérie. Troisièmement, il redéfinit le développement comme une éthique et démontre pleinement la diversité des voies vers la modernisation. Comme nous le savons tous, de plus en plus de pays émergents aujourd'hui. Si vous allez en Afrique, vous pouvez constater l'essor de l'Éthiopie, du Nigeria, de la Tanzanie et de l'Afrique du Sud. Si vous allez en Amérique latine, vous pouvez voir l'essor du Brésil. Et si vous allez dans les pays de l'ASEAN, vous pouvez observer l'essor de l'Indonésie et de la Malaisie. Ils sont tous engagés sur la voie de la modernisation. C'est pourquoi, en septembre de cette année, en fait, plutôt ce mois-ci, le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai s'est tenu à Tianjin, en Chine. Comme je l'ai mentionné, le président Xi Jinping a proposé l'initiative pour la gouvernance mondiale. Il s'agit de la 4e initiative mondiale de la Chine, après l'initiative pour le développement mondial, l'initiative pour la sécurité mondiale et l'initiative pour la civilisation mondiale. Ainsi, cette initiative démontre une fois de plus, comme je l'ai dit, que la Chine ne cherche pas à mener une révolution internationale, ni à établir une nouvelle hégémonie. En Chine, nous n'aimons pas l'hégémonie. À l'échelle mondiale, nous n'aimons pas l'hégémonie. Et nous ne voulons pas promouvoir une révolution internationale. Mais plutôt, travailler avec les économies émergentes pour promouvoir un monde meilleur. Un monde meilleur parce que nous savons qu'il existe de nombreuses économies émergentes. Ce n'est pas seulement un pays qui s'élève. Nous constatons qu'il y a de nombreux pays qui s'élèvent simultanément. Donc, dans cette perspective, vous avez mentionné les BRICS et l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai. Ces deux mécanismes sont en réalité de véritables révolutions civilisationnelles. Ces deux grands mécanismes répondent à un véritable dilemme dans la théorie des relations internationales qui a privilégié l'Occident depuis 500 ans. C'est une question très importante, car lorsque nous étudions la théorie des relations internationales, nous sommes confrontés à un tel dilemme, à une telle question. Que doit-on faire lorsqu'un ou plusieurs pays s'élèvent? Doit-il y avoir la guerre? Doit-il y avoir l'hégémonie? Doit-il y avoir une révolution? Non. Aujourd'hui, des pays comme la Chine ou le Brésil réfléchissent tous à améliorer la coopération, à soutenir le multilatéralisme, à promouvoir le dialogue et l'échange entre civilisations, à instaurer une confiance stratégique et à encourager la réforme du système international. Il s'agit donc d'aller au-delà du modèle civilisationnel dominé par la civilisation occidentale depuis 500 ans pour tendre vers un nouveau modèle ou paradigme de civilisation humaine. C'est sur cela que je me concentre, ou que je mène mes recherches. Mais j'admets bien sûr que les BRICS et l'Organisation de coopération de Shanghai font encore face à de nombreuses difficultés. Mais il faut se rappeler qu'il y a toujours des difficultés. En réalité, ces difficultés et ces différences sont précisément le moteur du progrès. À mesure que les économies émergentes deviennent de plus en plus unies et puissantes, nous restons confiants que le monde de demain sera un endroit meilleur. C'est pourquoi vous avez mentionné non seulement le sommet BRICS Plus en juillet prochain au Brésil, mais aussi le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai en septembre à Tianjin, en Chine.
Tous les pays émergents font preuve d'humilité. Ils veulent simplement s'unir. Ils aspirent à une prospérité pacifique et au multilatéralisme. C'est pourquoi je pense que dans l'avenir, un monde meilleur ne sera pas créé par l'Occident, mais sera dirigé par les économies émergentes. Alors, que diriez-vous de mentionner et les États-Unis? Je pense que les États-Unis, leur force, surtout la force économique, la puissance financière et la capacité d'innovation restent très puissants. Mais il faut reconnaître que le soft power des États-Unis décline très rapidement. De plus, le système hégémonique des États-Unis est en train de s'affaiblir. Voilà la réalité. Et qu'en est-il des autres économies émergentes à l'avenir? Je pense qu'elles sont unies et désireuses d'un monde meilleur en faveur du multilatéralisme et qu'elles essayent de construire un avenir meilleur. C'est mon observation. D'accord. Eh bien, lorsque la guerre froide a pris fin en Europe, des personnes comme George Kennan, le légendaire diplomate américain, ont souligné qu'il était tellement déprimant de constater que, dans ce nouveau monde, toutes les opportunités existaient pour créer un monde radicalement différent. Et il était profondément consterné de voir que la seule imagination politique qu'il trouvait parmi sa propre classe politique était l'idée d'élargir des blocs militaires à somme nulle, d'affaiblir les rivaux et de revenir à ce genre de mentalité. J'ai donc tendance à être très optimiste et à espérer qu'un nouveau système international multipolaire, plus bienveillant, puisse émerger sur la base de cette solution à somme positive. Merci beaucoup pour votre temps. Je vous en suis vraiment reconnaissant. Merci, professeur Dizen, monsieur. J'ai hâte de vous revoir en personne, non seulement dans d'autres pays, mais aussi en Chine. Peut-être l'année prochaine, nous aimerions vous inviter en Chine. Je serai à Wuhan, à l'université là-bas en novembre, donc peut-être. Vraiment? Oui, vous pouvez venir à Pékin, j'aimerais vous inviter à prononcer un discours dans notre université. D'accord, je peux également organiser un événement pour vous. Merveilleux. J'ai hâte d'y être. Merci. Oui, merci. Merci, professeur Dizen. Merci encore. Thank you. Thank you, Professor Dizen. Thank you again.